Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil, mais quand vient l'obscurité, leur beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Elisabeth Kübler-Ross. Chapitre 1. Éléonore. Les mines sont lugubres dans cette salle d'attente à l'odeur de désinfectants et de vieux magazines. Les regards sont fermés, fuyants. Nul ne songerait à croiser celui de son voisin. Tout juste si les yeux se posent sur l'écran de télévision allumé. Les actualités du jour n'intéressent personne. On suit les allées et venues des soignants dans le couloir à travers la porte entrebâillée, on jette un coup d'œil furtif au dehors comme pour s'assurer que le monde extérieur continue de tourner, et on s'étonne de trouver un ciel toujours bleu, automnal, des oiseaux qui volent avec insouciance. Contrairement à mes voisins, j'ignore l'extérieur, et le couloir ne m'intéresse pas vraiment. Je sais qu'on ne viendra pas me chercher tout de suite. Sauf si cela tournait mal. Sauf s'il mourait pendant l'intervention. C'est possible. Je n'ai pas lu les statistiques avant de venir. D'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce qu'ils sont censés réparer. Je sais juste que c'est sérieux, qu'il faudra 6 à 10 heures d'intervention. Ils ont parlé de polytraumatisme. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Je sortais de la salle de sport quand j'ai écouté le message vocal. Je suis venue sans réfléchir. Maintenant, j'ai les cheveux luisants et plaqués en arrière par la transpiration. Une légère hypoglycémie me donne le tournis et j'ai froid dans ma tenue en lycra. Mais peu m'importe, puisqu'une seule chose m'intéresse. Les autres femmes dans la salle d'attente. Mon cœur est sur le point d'exploser. Pourtant, je scrute leur posture, la façon dont leurs mains se cramponnent l'une à l'autre, l'angoisse qui déforme leurs traits, le vide dans leurs yeux. Je me demande. L'une d'elles endure-t-elle le tiers de ce que j'endure? L'une d'elles attend-elle des nouvelles d'un homme comme François, un homme dont la seule évocation la bouleverse, dont la voix annihile sa volonté? L'une d'elles attend-elle des nouvelles d'un homme dont elle a un besoin viscéral, un homme sans qui elle mourrait? Et en les observant, j'en doute. Elles s'inquiètent, s'impatientent, se tourmentent, mais aucune d'entre elles ne se meurt comme je me meurs à cet instant précis. Toute vraie passion ne songe qu'à elle, écrivait Stendhal. Je suis la preuve de cet égoïsme. Je l'incarne dans cette salle d'attente. Je scrute les femmes et je me pleure. Je pleure ma peau privée de François, mon corps et tous mes sens devenus inutiles s'il ne me revient pas. Je n'ai jamais rien vécu qui s'approche de cette passion. Je n'ai que 24 ans, mais j'en suis certaine. Une ardeur comme celle-là ne se rencontre qu'une fois dans une vie. Certains diront que c'est son indisponibilité qui m'a rendu François si indispensable, lui qui est tellement hors d'atteinte. C'est peut-être vrai. Comment peut-on capturer un comédien qui n'est réellement vivant que sur scène, dans la grâce de sa propre prestation et parfois à l'apogée de l'orgasme? C'est ainsi qu'était François. Insaisissable, multiple, un mystère. Penser à lui dans cette salle d'attente m'est aussi apaisant que douloureux. Je m'apprête à me lever pour faire quelques pas quand j'entends une voix connue dans le couloir. Je reconnais la silhouette. Grande, fine, élancée. Une posture désinvolte, des cheveux longs comme ceux de François ramenés en arrière, un jean clair, une chemise blanche sous son trench